Salam alaikum. C'est un grand plaisir et c'est un grand honneur de revenir à la SMC à chaque fois. Et je suis d'un grand plaisir de revoir mes maîtres ici présents, mon général Agharbi, Madame Benjelloun et Madame Hebbal, on a beaucoup appris de leur enseignement tout au long de notre apprentissage, le long de notre carrière cardiologique. Et c'est un sujet très passionnant, l'hypertension artérielle et maladies coronaires, qui ne cessent de changer à chaque fois. Et les seuils et les chiffres tensionnels sont revus à la baisse à chaque fois. Et j'aimerais commencer par une réflexion un petit peu philosophique. Pourquoi ces objectifs tensionnels sont revus à la baisse à chaque fois? En réalité, la définition de l'hypertension artérielle maladie, c'est quelque chose qui est difficile à définir. Donc, la limite entre les pressions artérielles normales et l'HTA maladie, c'est de l'ordre de difficulté pour la tracer. Et ceci parce que l'hypertension artérielle, comme définition, elle a été mise de façon arbitraire le long de l'histoire et le long de l'historique. Et il me revient de proposer une définition assez pratique à l'hypertension artérielle qui n'est que les chiffres qui permettent que les études ou les essais randomisés, ils ont montré qu'on peut gagner sur la mortalité cardiovasculaire et qu'on peut gagner sur la morbidité. Je ne vais pas faire l'historique aujourd'hui, mais sachez que depuis 1905, on utilise la même façon de mesurer la pression artérielle selon les techniques de M. Koroshkov et de Rivard aussi, et ça n'a pas changé depuis le temps, alors que ça dépasse plus d'un siècle. C'est un hommage aujourd'hui que je rends à M. Jean-Walter Wecher, le premier qui a constaté que les chiffres tensionnels élevés étaient associés à une mortalité beaucoup plus élevée et qu'il a utilisé la fameuse phrase « plus forte est la tension, plus grand est le risque », la même phrase qu'on a retrouvée 60 ans après dans l'étude Framingham. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui de rappeler la charge tensionnelle de l'hypertension artérielle, la charge épidémiologique, mais sachez que ça peut dépasser les 10 millions de décès par an qui sont attribuables à l'hypertension artérielle. Et dans l'étude InterHeart, qui a montré que plus que 20% de risque d'infarctus de myocarde était représenté par l'hypertension artérielle, derrière l'épidémie avec plus de 50%. Alors, si on est aujourd'hui là, c'est pour rappeler qu'une réduction des chiffres tensionnels de 10 mg, elle permet de gagner de 17% en termes d'incidence de maladies coronaires, et pour dire que la prévention d'abord, et tout médecin généraliste ou cardiologue, le rôle principal, c'est de prévenir l'arrivée à des maladies coronaires, l'arrivée à des accidents vasculaires. Les mécanismes de la maladie coronaire ou de l'hypertension artérielle, on ne peut pas les simplifier à des simples contraintes hémodynamiques et mécaniques, mais sachez que c'est un mécanisme qui est beaucoup plus complexe, qui peut s'intégrer dans un phénomène généralisé de dysfonction endothéliale qui fait intervenir plusieurs facteurs, en particulier le système rénino-angiotensin, le système nerveux autonome, l'inflammation de la microcirculation et d'autres facteurs qu'on ne peut pas étayer dans ce topo, qui restent d'ordre pratique. Alors, je reviens à rappeler également, j'arrête pas d'insister sur la prise en charge, ça passe d'abord par la prévention avant de penser au curatif, et que les baisses des chiffres tensionnels de 10 mg, ça permet de baisser quand même 13% des accidents vasculaires de façon générale. La prise en charge de la pression artérielle, elle commence toujours par deux questions légitimes. Quel est l'objectif thérapeutique à viser par les praticiens et quelles sont les bonnes molécules pour arriver à cet objectif? Depuis longtemps, deux principes de prise en charge de la pression artérielle sont face à face. Là où is better, ça veut dire plus on baisse les chiffres tensionnels, plus on gagne en termes de morbimortalité. Et de l'autre côté, nous avons la notion de la fameuse courbe J, qui veut dire que chaque fois qu'on baisse les chiffres au-delà d'un certain seuil, il faut faire attention quand même qu'on peut aggraver les choses, aggraver les perfusions cérébrales, aggraver les perfusions coronaires et aggraver par conséquent l'épidémiologie, l'incidence des AVC, les incidences des DM, chose qui a été
bien montré par l'étude INVEST et l'étude OnTarget qui est venue après. Mais en 2015, les choses un petit peu étaient renversées. Avec l'étude Sprint, et il faut qu'on se remet dans le contexte de l'étude Sprint aux alentours de 2015, qui apparaît quelques jours après, uniquement l'étude Accor qui a testé le traitement antihypertenseur chez les malades diabétiques et qui a montré qu'un traitement intensif chez les diabétiques au-dessous de 140-90 était un petit peu délétère et donc il faut faire attention. Mais l'étude Sprint, il a relancé la discussion en montrant que des traitements intensifs d'hypertension artérielle, ils permettent quand même de gagner en termes de morbimortalité, chose qu'on voit clairement au niveau de la courbe. C'est un essai randomisé, on a comparé deux groupes de plus de 4683 patients dans chaque groupe et le traitement intensif, ils étaient obligés, en tout cas les gens qui ont été amenés à faire cet essai randomisé à utiliser la trithérapie, qu'on voit clairement sur la moyenne des traitements qui étaient utilisés. Mais malheureusement, c'était aux dépens d'un surcroît en termes d'effets secondaires, en particulier les potentiels orthostatiques et en particulier les syncopes et quelques effets secondaires des traitements. Donc, la maladie coronaire, le contrôle de la pression artérielle en termes de maladie coronaire, c'est quelque chose de très bénéfique. On a déjà démontré qu'on peut gagner plus de 17% en termes d'incidence. Mais maintenant, on peut se poser la question, quelles sont les molécules qui peuvent être utilisées pour arriver à contrôler de façon intensive la pression artérielle dans le cadre de la maladie coronaire. Donc, j'aime bien cette diapositive parce que ça permet d'illustrer de façon claire le rôle des bêta-bloquants dans le cadre de la prise en charge de l'hypertension artérielle, de la maladie coronaire. Ça, c'est une méta-analyse qui a revu plus de 118 essais randomisés, colligeant plus de 460 000 patients et qui a montré clairement que les bêta-bloquants permettaient de réduire la morbimortalité et les accidents vasculaires majeurs dans le cadre de la maladie coronaire. Mais j'aimerais bien attirer votre attention dans cette diapositive à que l'effet des bêta-bloquants est un effet qui est limité dans le temps. Parce que si on revient en bas, on trouve que les mêmes bêta-bloquants chez les malades qui sont suivis avec une histoire ancienne de maladie coronaire, elles n'objectivaient pas le même bénéfice qui est objectivé chez les patients qui l'ont reçu dans les décours immédiats d'un infarctus de myocarde, ce qui revient à dire que les bêta-bloquants, c'est quelque chose de très bénéfique dans la maladie coronaire, mais à condition que ça soit utilisé de façon précoce, peut-être parce que l'effet antiarythmique il est beaucoup plus fort à ce moment par rapport à d'autres malades qui ont un syndrome coronarien ou ont une maladie coronaire beaucoup plus ancienne. Ceci veut dire que les bêta-bloquants ne sont pas des traitements qu'on peut utiliser de façon routinière dans le traitement de l'hypertension artérielle, chose qui a été bien établie par la méta-analyse de Cochrane qui a montré que les bêta-bloquants n'apportaient pas beaucoup de choses en dehors de la maladie coronaire et qu'il faut les utiliser en deuxième intention par rapport aux autres essais thérapeutiques. Alors, qu'en est-il de l'effet des IEC et des ARA2 ? L'étude HOPE, elle a bien démontré l'effet des ramipril et également l'effet OnTarget. L'Europa également, il a bien montré le rôle des pérandopril de la maladie coronaire en 2003. Et je pense que les choses, elles trouvent une explication physiopathologique dans le cadre de la dysfonction endothéliale. Pour le moment, on n'a pas d'autre traitement meilleur que les IEC et les ARA2 pour juguler un petit peu la dysfonction endothéliale dans le cadre de l'HTA et de la maladie coronaire. C'est une bonne diapositive également qu'on voit ici parce que ça permet de comparer de la maladie coronaire différents traitements utilisés dans l'hypertension artérielle et on voit ici que les bêta-bloquants, que les IEC et les inhibiteurs calciques, ils font un petit peu mieux par rapport aux autres traitements dans le cadre de la prise en charge de l'hypertension artérielle dans la maladie coronaire. Donc, si je peux conclure, je ne peux utiliser que les recommandations de la Société européenne qui stipulent clairement que les objectifs thérapeutiques doivent viser 130
de systolique, mais attention, il ne faut pas abaisser plus de 120 mm de mercure. En termes de diastolique, il faut viser 80, mais il ne faut pas baisser au-delà de 70, et que les premiers médicaments à utiliser dans le discours avec de la maladie coronaire, c'est les bêta-bloquants, et c'est les UEC, et c'est les inhibiteurs calciques. On retrouve la même chose qui est proposée par l'AHA, par l'American Heart Association dans ses recommandations de 2017, mais l'AHA précise que l'effet des bêta-bloquants doit être utilisé pendant 3 ans uniquement après un accident coronaire. L'effet le plus important des recommandations de 2017 de la Société européenne, c'est que les malades qui ont une maladie coronaire, elles sont classées d'emblée très haut risque. Ça veut dire même avant d'arriver au chiffre officiel de 140 sur 90 de l'hypertension artérielle, elle revient à traiter ces malades, même avec des chiffres, une pression artérielle classée normale haute, 130 à 139 de systolique et 85 à 89 de diastolique. Il faut instaurer un traitement, bien sûr, qui doit s'intégrer dans un cadre général de contrôle des facteurs cardiovasculaires et de contrôle des chiffres tensionnels et de revoir tout le mode de vie de ces patients. C'est une entrée qui est un petit peu timide dans ces recommandations avec un niveau de preuve qui est 2B, mais vous ne serez pas étonné dans les années à venir que les choses vont entrer en force avec un grading au niveau des recommandations qui est beaucoup plus fort. Et pour les syndromes coronariens aigus, on a beaucoup de traitements qu'on peut utiliser de la maladie coronaire décompensée, mais tout l'objectif, c'est de ne pas jamais baisser la pression artérielle diastolique inférieure à 60 mm de mercure, parce que ça permet d'altérer la perfusion coronaire. Et je n'ai qu'à conclure par la même diapositive par laquelle j'ai commencé. L'hypertension artérielle se définit par une condition clinique où la pression artérielle est supérieure à une norme qui correspond à un risque cardiovasculaire plus élevé. Et je vous remercie.